Dans la collection Voix ouvertes chez Gallimard, un ouvrage extrêmement intéressant, le nouvel ouvrage de Casamayor, La tolérance. Il y a une première question que j'aimerais vous poser, c'est est-il possible de définir l'intolérance? Ah oui, il est possible de la définir. À mon avis, l'intolérance, ce sont des différences qui deviennent folles. Des différences qui aboutissent à l'exclusion. On commence par être différent, et puis on s'oppose, et puis on a envie de s'exclure, et puis finalement on s'assassine. Tandis que la tolérance, qui bien sûr respecte les différences, puisque la tolérance doit coller au réel autant que possible, mais ce sont des différences contrôlées, dont on regarde les origines, dont on voit les prolongements, et qui ne doivent jamais se dévoyer, délirer, comme le fait l'intolérance. Une question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'intolérance est une attitude personnelle ou est-ce que l'intolérance est un système qui utilise les attitudes personnelles? Moi je crois que c'est un système qui utilise les aptitudes ou les défaillances personnelles. Parce que tout de même l'intolérance c'est tellement commode. Alors bien sûr on est soi-même quelquefois intolérant par désir de sécurité. Si on ignore le voisin, c'est parce qu'on craint qu'il soit un ennemi. Ou peut-être simplement qu'il soit plus fort que vous, ou plus intelligent, ou plus séduisant. Mais tout ça s'est multiplié à l'échelle nationale par les instruments de pouvoir, quelquefois d'ailleurs dans une excellente intention, mais pas toujours. Et c'est comme ça que l'intolérance est généralisée comme un système d'exclusive, en sorte qu'il y ait des bons citoyens et des mauvais, ceux qui votent pour le gouvernement et ceux qui votent contre, et ce qui est d'ailleurs un aspect presque mineur, car l'oppression politique est peu de choses au fond à côté de l'oppression culturelle, qui oblige les gens à penser d'une certaine manière, qui les fait s'aligner sur une série de slogans, de préjugés, de tabous, de mots d'ordre. C'est l'intolérance qui impose les grands principes ou qui les exclut? Moi je suis convaincu que les grands principes, qui à mes yeux n'ont aucune réalité, ont été des inventions de l'intolérance, c'est-à-dire de la volonté de puissance, qui tendait toujours à minimiser les citoyens pour les faire s'aligner et obéir. C'est par exemple la notion de patrie, vous en parlez notamment en rapport avec la guerre dans votre livre. Ah bon, c'est autre chose. Dieu sait si on peut être attaché à sa terre ou à son pays, mais à partir du moment où un attachement concret devient une réalité abstraite, où un comportement naturel entre dans une définition, il devient vulnérable et il devient un piège. Ce qu'il y a de terrible, ce sont les définitions, les mots généraux, dans lesquels on peut tout mettre, qui dispensent de l'analyse et pour lesquels beaucoup de gens se font tuer, ou plutôt pour lesquels on fait tuer beaucoup de gens. D'autre part, l'opinion publique, quel est son rôle? Est-ce qu'elle est intolérance ou est-ce qu'elle est instrument d'intolérance? Elle est très, très mal jugée, très calomniée, l'opinion publique. Chaque fois qu'on voit des mouvements de foule un peu violents ou irréfléchis, on est ravi, on se dit, vous voyez bien, ces abrutis sont bons à rien. Par conséquent, il faut que nous pensions pour eux, il faut que nous décidions pour eux, il faut qu'ils obéissent. Alors que presque tous les mouvements d'opinion publique, même les pires, sont inspirés par de bons sentiments. Prenons une des choses les plus odieuses, qui est le lynch, le fait d'aller pendre le premier type désigné comme coupable, sans même savoir si c'est vrai ou pas. On dit, voyez-vous, ces sauvages, ils sont allés pendre ce type, alors qu'il était aussi innocent que vous et moi. Oh ouais. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont pendu? Bêtement, bien sûr, mais parce qu'ils avaient un sentiment passionné de justice. Ils ont cru que c'était le coupable, et ils ont cru que le coupable devait être pendu. Alors ça, ils ne l'ont pas inventé. Alors, on se sert de motivations qui pourraient servir à bien d'autres choses, pour pousser quelquefois les foules à des actes inconsidérés, une fois qu'elles les ont commis, ces actes. Alors on les condamne en disant, voyez-vous, ces gens-là sont incapables de se conduire, par conséquent, conduisons-les à leur place. Et d'une autre façon, est-ce qu'il n'y a pas là derrière l'influence de toute une éducation religieuse, la notion de la faute originelle, la notion du péché? Quel rôle ça joue? Moi je crois que ça a joué un rôle effroyable. Effroyable. Considérer que les gens sont coupables au départ, condamnés au départ, la notion de faute originelle m'apparaît une des plus grandes monstruosités de l'histoire humaine.
Bien sûr, il y a le malheur, bien sûr, il y a l'inexplicabilité de beaucoup de choses, bien sûr, il nous arrive des aventures dont nous ne connaissons pas l'origine et que personne n'explique. Mais le système qui consiste à persuader les gens qui sont fautifs à la naissance me paraît un tour de force inouï que les publicistes les plus perfectionnés n'auraient jamais souhaité réaliser. Et dire que ça a duré 2000 ans et que ce n'est pas encore fini, ça prouve que les citoyens sont bien braves et bien tolérants. Mais comment s'expliquer d'autre part? Parce que quand même le christianisme apportait une notion tolérante. Le dernier sera le premier. Mais entre le Christ et puis l'Église, il y a un abîme, enfin, que vous connaissez aussi bien que moi. À partir du moment où les structures de pouvoir se sont organisées, que ce soit sur une idée de fraternité ou que ce soit sur n'importe quoi, elles ont suivi leur dynamique propre, qui est une dynamique d'oppression. Et justement, c'est pourquoi les structures doivent être contrôlées par les citoyens. C'est pourquoi les structures doivent être en connexion constante avec les citoyens, avoir des fenêtres ouvertes, des voies d'accès. Car alors justement, elles deviennent une différence qui devient folle, elles, les structures, étant dominantes et les autres étant dominées. Mais ce qu'il y a de difficile, c'est que finalement, c'est assez l'intransigeance, l'intolérance est devenue très subtile. On ne dit plus aujourd'hui il faut me croire parce que j'ai raison et j'ai raison parce que c'est moi. Elle se dissimule, cette intolérance. Bien sûr, elle se dissimule. Elle est arrivée, elle a une voix extrêmement subtile, l'intolérance. C'est la voix du profit. À partir du moment où on veut profiter de vous, on s'arrange pour vous créer des besoins. Vous voyez tout le drame de la société industrielle et commerciale moderne, où les gens ont des besoins, bien sûr, mais parmi les besoins qu'ils considèrent comme impératifs, s'il y en a un quart qui sont réellement des besoins à eux, c'est tout. Les trois quarts sont des besoins qu'on leur a collés sur le dos, qu'on leur a imposés, proposés d'abord, imposés ensuite, et qui sont obligés de satisfaire, quitte à se ruiner pour le profit de quelques-uns. Est-ce qu'enfin il n'y a pas des intolérances, je voulais dire, qui se justifient au nom de justes combats? Des combats révolutionnaires, par exemple. Eh bien, combat et intolérance, ou combat et tolérance, moi je trouve que ça peut très bien aller ensemble. On peut être un combattant terriblement déterminé et audacieux et intrépide et être tolérant. Je ne crois pas que la détermination exige le fanatisme. On l'a beaucoup cru, c'est pour ça qu'on a fanatisé les foules, qu'on leur a fait croire des choses élémentaires, pour justement en faire des robots. Les robots, ça n'est pas une invention du XXe siècle, les robots, ça date de toute éternité. Or, je crois qu'on peut au contraire les éduquer, les former, c'est-à-dire laisser leur faculté d'intelligence se développer. Ils peuvent parfaitement avoir connaître l'ensemble d'une situation, connaître les difficultés. C'est pas pour autant qu'ils ne seront pas des bons combattants. Le bon combattant, c'est celui qui croit à son combat, qui a des motivations puissantes, et il n'est pas forcément intolérant. Mais là, c'est une chose assez difficile à faire admettre, parce que l'intolérance a l'avantage de la simplification. On n'a pas entré dans le détail. On dit l'adversaire est un ignoble individu, et une fois que tu en es bien convaincu, tu vas le tuer, et puis c'est tout. On n'a plus qu'à laisser la machine aller toute seule. Mais quelle est selon vous alors la définition de la tolérance? La tolérance, c'est considérer la vérité comme l'impératif le plus grand. La recherche de la vérité étant la chose essentielle. Par-delà les préjugés, par-delà les mots d'ordre, par-delà les idées toutes faites. À mon avis, la tolérance est une machine à approcher la vérité. Justement parce qu'elle comprend les motivations les plus différentes. La vieille idée chinoise, si tu veux vaincre le dragon, mets-toi dans sa peau. La peau d'un dragon, ça ne va pas à tout le monde. Mais enfin, c'est une indication suffisamment impérieuse pour qu'on s'efforce de se mettre dans la peau de celui qui est en face, même s'il faut l'exclure. Et c'est justement parce qu'on le connaîtra bien, parce qu'on connaîtra ses motivations, parce qu'on saura pourquoi il est antagoniste, qu'on pourra soit le convaincre, soit l'exclure avec des chances de succès. C'est pourquoi je crois que la tolérance est un instrument de recherche scientifique et finalement un instrument d'efficacité. Ici, disons tout de suite, qu'en période brûlante, en période de révolution, quand les gens s'égorgent ou se guillotinent, parler de tolérance, c'est une imposture. Mais à cette époque-là, dans des périodes pareilles, il n'y a évidemment plus que la violence et je crois beaucoup le hasard.
Mais dès que les relations humaines, que l'histoire s'apaise, à ce moment-là, la tolérance reprend tous ses droits, reprend toute son efficacité, et à mon avis, c'est seulement par elle que nous pouvons approcher de la vérité.